Bien le bonjour, bienvenue. Ou dois-je plutôt dire bien le bonsoir? Je sais pas. En tout cas, pour les plus courageux d'entre vous, mes petites pépites, vous regardez ce thread d'horreur le jour d'Halloween. Et pour les plus flippettes d'entre nous, ça sera le 1er novembre. Et pour les retardataires, bien évidemment, c'est après. On ne peut plus rien faire pour vous, les retardataires. Je suis ravie, mes petites pépites, de vous retrouver pour le thread d'horreur d'1 heure tant attendu. Écoutez, j'espère que autant d'histoires vous plairont parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors je sais pas si je vais vous en mettre 9 ou 10, tout dépendra du temps que ça prendra. Je veux pas non plus que ce thread d'horreur dure 2 heures, ça fera trop sinon. Mais il y en aura 9, c'est sûr, et si ça fait pas 1 heure, il y en aura du coup une 10e. Je tiens à préciser aussi que dans un thread d'horreur, j'ai dit le mot tapette. J'ai dit si toi aussi tu fais partie de la team tapette, mets hashtag team tapette en commentaire. Et j'ai reçu pas mal de commentaires de pépites qui étaient choquées que j'avais utilisé ce terme-là, tapette, etc. etc. Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes que j'ai vexées en utilisant ce terme-là. Moi, c'est vrai que dans mon langage quotidien, je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise en aucun cas pour blesser des gens, tu vois. Et pour moi, ce mot-là ne représente en aucun cas une communauté, c'est-à-dire les gays ou homosexuels, tu vois. Moi, pour moi, une tapette, c'est quelqu'un qui a peur. C'est pas un homo, enfin ça a pas cette connotation là chez moi. Je ne l'utiliserai plus parce que si ça blesse des gens ça ne sert à rien. Donc mets-moi en commentaire plutôt hashtag team flippette si t'es comme moi, tu fais partie de la team flippette. Ok, ça je tenais vraiment à le dire. Sur ce, je voulais également vous souhaiter un joyeux Halloween. Alors pour toutes celles et ceux qui vont me tomber dessus en disant oui Cam, on fête pas Halloween, moi je ne le fête pas, mais je sais que j'ai plein de pépites qui le fêtent. Donc c'est pour ça que je vous souhaite un merveilleux Halloween à toutes les pépites qui fêtent Halloween. J'espère que vous passez ou que vous avez passé une très très belle soirée. Sur ce, mes petites pépites, ce thread d'horreur va déjà être très très long comme ça. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, après plusieurs mois de thread d'horreur, je me suis dit qu'à l'occasion du thread d'horreur d'1 heure, mon témoignage pourrait t'intéresser et donc je saute le cap et décide de te raconter mon histoire qui m'a traumatisée. Tout a commencé durant l'été 2013, je n'avais que 14 ans à ce moment-là et aujourd'hui j'en ai 23. On était dans un camping à l'ouest de l'Algérie, Tlemcen, j'espère que je le prononce correctement. Et ce camping-là était réputé pour être bien terrifiant, surtout à l'époque de la décennie noire. D'après ma mère, il s'y passait des choses très terrifiantes, telles que des pluies de pierres qui tombent droit de la montagne alors qu'il n'y a absolument personne là-bas. Le cri d'une femme qui s'entend dans toute la région chaque matin à 5 heures pétantes. Et j'en passe. Je m'étais fait des amis campeurs et on s'amusait tout le temps avec tout et rien. Toi-même tu sais, les campings du bled. Non, je vois pas de quoi tu parles. Hein. Une nuit, on a décidé de jouer au Ouija. Oui, je sais que tu nous as toujours mis en garde dans tes vidéos, mais bon, je ne te connaissais pas à cette époque-là. C'était juste censé être une partie de plaisir, mais tout a viré au cauchemar après ça, vu qu'on a provoqué tous les djinns à cet endroit. Comme si que ce n'était pas déjà glauque, je précise qu'on a fait cette séance pas très loin d'une bouche d'égout, pour soi-disant augmenter nos chances d'avoir une réponse. Mais vous êtes fous. Après 20 longues minutes, le verre bouge et on commence chacun notre tour à poser une question à ce fameux esprit, qui disait être un vieil homme qui a habité dans cette région il y a plus de 100 ans. Jusqu'à ce que l'une des joueuses pousse le verre en nous disant que c'est juste des conneries et que c'est l'un d'entre nous qui bouge le verre sur la planche. Étant jeune, on en rigole, puis on arrête de jouer pour aller dormir. Il se faisait tard, il était environ 3 heures du matin. C'est là que le cauchemar commence. Quelques minutes après, je décide d'aller aux toilettes. Ce sont les toilettes communes du camping. Et en me dirigeant là-bas avec un ami, on aperçoit au loin un vieil homme qui y va aussi. On se dit que c'est juste un des campeurs. On approche et on le voit rentrer. Il y a une seule entrée. On rentre aussi. Mais à notre plus grande surprise, dans une des cabines, il y avait de l'eau qui coulait tout seul d'un robinet, mais personne dedans.
On commence à flipper, mais ce n'est rien à côté de ce qui allait arriver. En ressortant, on entend un énorme cri venant d'une des tantes. C'était notre amie, celle qui plus tôt avait cessé le jeu. Et elle était dans une hystérie totale devant son miroir en disant sans cesse « Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ». Après 5 minutes en essayant de la calmer, elle nous dit « Ils sont là, ils viennent de l'enfer ». Puis elle a commencé à convulser alors que ça ne lui avait jamais arrivé d'après sa maman. On n'y comprend rien, mais on est tous terrifiés. À noter qu'à ce moment-là, les adultes nous ont rejoints. Et l'un des adultes qui était imam commence à lire des sourates sur elle et faire une ruqya. Et là, soudainement, elle perd connaissance. Ruqya, pour les personnes du coup qui découvrent Mesret d'horreur, ce sont des exorcismes. Mais pour les pépites qui sont habituées, elles savent très bien ce que c'est. Il se faisait tard, il était déjà 3h30 du matin, donc on nous dit d'oublier tout ça et d'aller dormir. Quant à eux, ils vont l'emmener à l'hôpital le lendemain matin. Je me dirige pour aller dormir et là, sur le chemin, j'entends quelqu'un rigoler en silence. Je croyais que c'était mon ami qui voulait me faire peur, mais j'étais seule. Personne à l'horizon. Je rentre dans ma tente, je m'allonge et puis soudainement, j'entends comme des voix discuter dehors. En ayant toujours espoir d'avoir une explication rationnelle, je me dis que c'est seulement d'autres gens qui passent par là et qui discutent. À savoir qu'il y a quand même un espace entre chaque tente et qu'on était vraiment dans un coin très isolé. Je vais réveiller mes parents, mais ils m'ont dit d'aller me rendormir car ce n'est rien. Après une bonne dizaine de minutes, je m'endors enfin et mon propre cauchemar commence. Je fais une paralysie du sommeil et wallah Kam, c'était la chose la plus horrible qu'il m'est arrivée. Je vois 3 personnes dans le coin de ma tente à me regarder avec des yeux ensanglantés qui s'avancent petit à petit vers moi. Plus ils s'avancent et plus je voyais leur visage. Ils étaient hideux et amochés. On aurait dit qu'ils sortaient tout droit d'un film d'horreur. J'essayais de crier, de bouger, mais en vain. Je pouvais juste cligner des yeux. Et à chaque fois que je le faisais, ils étaient de plus en plus proches de moi. Ça me faisait terriblement peur, comme pas possible. Et puis, en une demi-seconde, ils étaient devant moi. Ils ont crié à ce moment-là « Vous n'auriez pas dû ouvrir cette porte sans la refermer ». Je sentais comme si qu'ils étaient en train de pomper tout l'air de mes poumons. Je ne pouvais rien faire et je croyais que ça n'allait jamais se terminer. Ils étaient en train de rigoler d'une façon bizarre, puis j'ai commencé à réciter Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône dans le Coran. Et là j'entends crier tellement fort dans mes oreilles « Tu nous as provoqués, maintenant ta vie ne va être qu'un cauchemar ». Mais je ne me suis pas arrêtée et j'ai fermé les yeux et puis soudainement, plus rien. Tout s'était arrêté et le Even du Fajr a retenti. Even du Fajr, ça veut dire l'appel à la prière qui se produit à l'aube le matin. J'ai senti un soulagement énorme, mais ce n'était pas fini. Quand j'ai raconté ça à mes parents le lendemain matin, on m'a directement amenée chez un imam pour faire une ruqya moi-même. J'ai bien évidemment ôté la partie où l'on me crie dessus parce que j'ai joué avec le diable ce soir-là. Mais je ne me souviens plus de la partie où je rentre à la mosquée faire cette ruqya. J'ai juste la partie où je ressors de là. J'ai tout oublié. D'après mes parents, j'ai perdu connaissance et l'imam leur a dit que quelque chose d'obscur tournait autour de moi. Alhamdoulilah, depuis, je n'ai plus eu de problème comme celui-là. Tu te doutes bien que je n'ai plus jamais retouché au Ouija après ça. Merci ma pépite pour ton histoire. Alors bien évidemment, le Ouija c'est à bannir. Comme l'esprit, enfin pas l'esprit mais le djinn te l'a dit, t'as ouvert une porte que t'as pas refermée. La preuve qu'ils nous veulent pas du bien. Franchement, faut pas faire de Ouija, la vérité. En fait, les djinns... mais non. Les djinns, ils adorent nous faire peur. En fait, ils se nourrissent de notre peur. Eux, ils peuvent nous voir, mais nous, on ne les voit pas. D'accord ? Et ça, ils en jouent. Et je ne vous le redirai jamais assez. Le Ouija, c'est à bannir, mes pépites. Jamais, jamais, au grand jamais. De toute façon, si vous regardez Mesret d'horreur depuis un moment, avec toutes les histoires qu'on a entendues sur le Ouija, vous n'êtes pas assez fous pour faire ça, je pense. Passons tout de suite, mes pépites, à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Bien le bonjour, Cam. Je m'appelle Jérémy, j'ai 32 ans. Bien le bonjour, Jérémy. J'ai pour toi 2 petites histoires. La première, c'était à l'âge de 25 ans. Avec mon meilleur ami, nous décidons de prendre un appartement ensemble afin d'y consacrer une pièce pour la musique, studio d'enregistrement, etc., etc. C'était un appartement vieux de 60 ans, entouré de seulement 3 voisins. Au bout de quelques nuits dans l'appartement, mon coloc et moi, au moment du petit déjeuner, parlons des nuits que nous passons. Le parquet qui grince, bon ok, c'est un vieil appartement. Mais aussi les télés qui s'allument la nuit. Et pas qu'une, toutes. Celle de ma chambre, celle du salon, celle de la chambre de mon coloc. En parlant de ça, on est en train de faire le ménage en même temps. Et là, mon colocataire branche l'aspirateur. Celui-ci étant branché, on continue à parler de tout ça en se disant c'est bizarre quand même, etc., etc. Ça fait un peu flipper. Puis soudain, on entend le bouton de l'aspirateur s'enclencher. Et là, l'aspirateur se lance tout seul. Mon coloc qui tenait le manche l'a lâché directement. Et là, on a trouvé que la coïncidence était troublante quand même. Au moment où l'on parle de ces phénomènes, l'aspirateur s'enclenche. Les nuits suivantes, je ne suis pas confiant et figure-toi que les mêmes phénomènes se produisent. J'ai même fait une paralysie du sommeil. Pendant celle-ci, je voyais une ombre derrière ma porte de chambre. Un matin, je vais pour me doucher et je me fais arroser. Je t'explique. Je n'étais pas encore dans la douche quand soudain la paume de douche se décroche, tombe jusqu'à ce que le tuyau la retienne et bizarrement tourne vers moi. Puis l'eau s'enclenche et je prends toute l'eau sur moi. Également, mon colocataire, une nuit, a vu une ombre se promener dans sa chambre, prenant sa copine pour témoin qui n'était pas du tout à l'aise dans cet appartement d'ailleurs. Depuis, on a chacun déménagé avec nos femmes, ce qui m'amène à la deuxième histoire. Donc avec ma copine, nous prenons un appartement. La visite se fait avec la fille de l'ancien locataire. Elle nous dit donc que l'ancienne locataire était sa maman décédée dans l'appartement, de vieillesse et paisiblement. Nous le prenons car un heureux événement nous attend, la naissance de notre fille. On s'installe, les mois passent et absolument rien de bizarre ne se produit. Mais je n'oublie pas le nom de l'ancienne locataire décédée et parfois je pense à elle en toute bienveillance. Et dès qu'un petit bruit ou quelque chose tombe, pour rire, je dis à ma copine « Tiens, c'est sûrement Madame Coubert qui nous dit qu'elle est là ». Petite plaisanterie, mais sous le ton de l'humour se cache une petite frayeur finalement. Mais le plus bizarre, c'est la naissance de notre fille. Quand on était dans la chambre, elle avait tendance à regarder toujours vers l'armoire et elle rigolait toute seule. Bon, c'est un bébé après tout. Mais notre chat également, souvent, restait bloqué à regarder l'armoire. Et souvent, c'était les deux en même temps, notre fille et notre chat. Coïncidence? Je ne pense pas. Également, elle grattait les portes de l'armoire comme pour aller y chercher quelque chose. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de malveillant en tout cas, mais ça m'interroge. Depuis, nous avons déménagé. Merci Jérémy pour ton histoire. Elle est trop mignonne ton histoire. J'aime bien varier les histoires, d'accord? Pas rester sur des histoires trop choquantes parce que mon petit cœur ne peut pas tenir le rythme. Mais j'aime bien en fait ces petites histoires-là où il n'y a pas vraiment d'horreur derrière. Après, chez les musulmans, nous, quand une âme, elle est décédée, elle ne peut pas rester sur terre enfermée quelque chose. Ça, on n'y croit pas. Nous, il n'y a que les djinns, les anges et les humains. Donc, écoute, peut-être que c'était un djinn bienveillant. Je ne sais pas. Et à vous de croire, bien évidemment, vos propres croyances. Hein. Je vous incite en rien du tout. Hein, mais moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, de mes propre croyance à moi, oui, je dirais dans ce cas que c'était un djinn bienveillant. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, mes pépites, je vous propose tout de suite qu'on passe à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je regarde actuellement une de tes vidéos horreur et je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai une histoire intéressante à raconter. Du coup je me lance et je t'envoie ce mail.
Elle ne me concerne pas directement, elle concerne mon petit frère, mais ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on en a parlé avec toute la famille, on s'est rendu compte qu'on avait été témoin de choses étranges et paranormales. Depuis un certain temps, mon frère faisait des malaises vagos. C'est quelqu'un de sportif et on mettait ça sur le compte du sport, du manque de fer et autres prétextes. Les rendez-vous chez le médecin n'ont pas vraiment arrangé grand-chose, les malaises étaient récurrents malgré tout. Je me souviens qu'il m'ait raconté que ça lui arrivait d'en faire au moment de se réveiller. Allongé dans son lit, il tournait de l'œil à peine réveillé. À côté de ça, il nous racontait parfois qu'il faisait des paralysies du sommeil, qu'il voyait dans le coin de la pièce une ombre immobile et qu'il n'arrivait pas à bouger. Plusieurs fois, la même vision, même situation de paralysie. Ma mère décide de l'emmener voir une magnétiseuse pour essayer de calmer les malaises, sans lier les paralysies du sommeil à ce problème. Elle n'y pensait même pas, à vrai dire. Elle cherchait simplement à calmer les malaises et pensait à quelque chose comme du stress, ou alors dû à son sport, une carence peut-être. Et nous voilà plus tard, tous les quatre, ma mère, mon père, mon frère et moi, assis autour de la table à l'heure de manger. Et elle nous raconte ce fameux rendez-vous avec la magnétiseuse. Elle nous explique que cette femme passe ses mains au-dessus de mon frère, sur son ventre, sa tête, le cœur, mais qu'elle ne sent rien. Aucun problème qui déclencherait ces malaises en tout cas. Puis elle leur demande de leur donner l'adresse de notre maison. Ma mère, étonnée, se demande pourquoi notre maison. Elle lui donne, bien évidemment, très curieuse surtout de comprendre pourquoi. Et la femme l'écrit sur un papier et lui dit « En effet, le problème ne vient pas de votre fils, mais de votre maison. » La femme lui explique qu'elle sent une présence dans notre maison. Pas quelqu'un de méchant, juste quelqu'un qui cherche à partir, mais qui est coincé. Ce détail est important, car elle explique qu'en général, ce sont des personnes qui sont décédées rapidement, fatalement. Ils viennent à parler des paralysies du sommeil fréquentes de mon frère, la perte d'énergie, et donc les malaises. Elle lui dit clairement qu'il a été possédé par cette personne, / entité, et qu'elle lui pompe toute son énergie. Ce qui expliquerait pourquoi il fait des malaises. Apparemment, elle aurait réussi à communiquer avec l'esprit, à lui demander de partir. Nous sommes toujours à table et on est tous super étonnés et super captivés par cette histoire que ma mère vient de nous conter. Et là, on commence à débattre, à parler de certaines choses. J'explique pour ma part qu'un soir à la maison, j'étais seule et notre chien s'est mis à aboyer, fort et longtemps, à l'intérieur, ce qu'il ne fait jamais. Je commençais déjà à paniquer et d'un coup, le courant s'est éteint. J'étais dans le noir total. Ça arrivait souvent, mais seulement quand par exemple le four était allumé, la machine à laver fonctionnait en même temps, quand il y avait trop de choses de brancher. Or, rien n'était allumé à ce moment-là, même pas la télé. Aucune raison de cette coupure. J'en ai pas trop tenu rigueur et surtout j'ai essayé d'écarter l'idée du paranormal car j'avais très peur, donc je rallume le courant très vite. Peut-être 10 minutes plus tard, le chien aboie à nouveau et le courant s'éteint encore. J'avoue que j'étais grave pas bien, mais à l'époque ça ne m'avait pas inquiété plus que ça. Mais je dois bien admettre qu'avec ces infos, je le prends un peu plus au sérieux. Mon père parle surtout de la maison. C'est une maison qu'il a achetée et totalement rénovée. Le grenier était non habité, c'était un grenier en ruine et il en a fait une chambre, la chambre de mon frère. Tiens. Personne n'avait vécu dans cette pièce auparavant. Il explique que c'est une maison historique et que pendant la guerre, des personnes s'y cachaient et avaient été exécutées. Je rappelle que la mort brutale peut être une exécution. Cette personne aurait été fusillée dans cette pièce, coincée depuis tout ce temps. C'est une histoire folle qui prend tellement de sens. Je trouve que c'est une belle histoire et qu'elle finit bien. Et personnellement, elle m'a énormément fascinée. Merci infiniment pour ton histoire. C'est vrai que comme par hasard, la magnétiseuse a dit, c'est souvent les morts brutales qui font que les esprits restent enfermés. Alors bien évidemment, je répète, ce ne sont pas mes croyances. Je respecte bien évidemment les croyances de chacun. C'est quand même fou la coïncidence qu'après ton papa te raconte que il y a eu la guerre, etc. et que sûrement il y a des gens qui sont morts dans le grenier, qui ont essayé de se cacher et qui sont sûrement morts brutalement en tout cas, tu vois.
Merci infiniment pour ton histoire. Moi aussi, je l'ai trouvée pas mignonne parce que on parle quand même de quelque chose qui embête ton frère, hein, donc on va quand même respecter un peu ton frère en disant quand même que c'est inquiétant. Tu nous as pas dit si les malaises ont arrêté de ton frère, si vous avez réussi à faire partir cette chose-là avec ce que vous a demandé de faire la magnétiseuse. Dis-nous en commentaire si du coup les malaises de ton frère se sont totalement arrêtés ou pas, ça m'intéresserait. Sur ce mes petites pépites, passons tout de suite à la 4e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je m'appelle Alia et je souhaite te raconter mon histoire car je ne suis pas la seule qui a vécu cette histoire. J'ai vécu énormément d'expériences paranormales, mais j'ai décidé de te parler d'une histoire en particulier, lorsque j'étais adolescente avec mes amis. Je sais que tu prépares plusieurs vidéos pour la semaine de l'horreur, et je pense que celle-ci peut t'intéresser car elle s'est produite le soir d'Halloween. Je pense que tu connais l'histoire de Jack aux lanternes, car Halloween est une fête païenne en son honneur. Cette histoire s'est passée lorsque j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 27. Et d'ailleurs, cette histoire me perturbe toujours autant. Donc, le soir d'Halloween, avec mon groupe d'amis, on décide de camper dans une forêt près de chez nous. On avait installé 2 tentes face à face et un petit feu de camp en plein milieu de cette forêt. Un peu de musique rock, parce qu'on aimait beaucoup ça. On était le petit groupe d'amis perdus dans le temps avec nos blousons en cuir. C'était notre style, un peu décalé. Bref, on danse, on rigole et puis la nuit tombée. On s'amuse et nous nous racontions des histoires qui faisaient peur. C'était quand même le soir d'Halloween. La fatigue commençait à nous prendre, alors nous sommes tous rentrés dans nos tentes, le groupe divisé en 2, nous étions 8, donc 4 personnes dans chaque tente. On était 5 filles et 3 garçons. On continuait à discuter, il faisait très froid donc on était tous collés. Et puis d'un coup, on a entendu des bruits de pas autour de nos tentes qui s'arrêtaient lorsque nous parlions. Il faut savoir que nous discutions tous ensemble, mais on était tous dans nos tentes. C'était peut-être un animal ou quelqu'un d'autre qui rôdait autour de nous. Puis, d'un coup, dans l'obscurité, nous voyons tous une lumière au loin. Une de mes amies qui était dans ma tente décide de sortir pour aller voir. Puis va dans la tente d'en face pour chercher un autre copain, car personne ne veut l'accompagner. Puis, au loin, ils aperçoivent la lumière, mais personne ne la tient. Plus aucun bruit de pas, mais pourtant celle-ci se rapprochait très rapidement d'eux. Ils viennent nous chercher pour que l'on vienne voir. On sort tous pétrifiés, puis la lumière, qui ressemblait clairement à une lanterne, allait de plus en plus vite entre les arbres, toujours sans plus aucun bruit de pas, mais elle nous tournait autour, au loin. Un copain a crié « On se casse !» On a pris peur, les garçons ont éteint le feu qu'on venait de faire, nous avons remballé nos tentes en un rien de temps, puis nous sommes tous partis en courant pour aller dormir chez un de nos copains qui habitait à 5 minutes de cette forêt. Pendant notre course, cette lumière continuait de nous suivre sans que personne ne la tienne. On a tous dormi dans le même lit et je me souviens à peine du chemin pour rentrer chez lui tellement on était pétrifiés. Aujourd'hui, même mes amis les plus terre-à-terre ne comprennent pas et n'ont aucune explication à cela. Pour ma part, je suis persuadée que nous avons attiré le fameux Jack aux lanternes, car il est obligé de rester à rôder sur terre sans avoir le droit ni à l'enfer ni au paradis. Nous n'avions même pas parlé de lui durant cette soirée, juste d'histoires qui faisaient peur. Morale de l'histoire, plus jamais je campe en forêt le soir d'Halloween, mais même d'autres soirs d'ailleurs. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Franchement, j'allais te le dire, hein. T'es hyper courageuse d'aller le soir d'Halloween dormir dans une forêt. Oh d'ailleurs, faut que je vous raconte, je viens de me rappeler d'une histoire en lisant ton histoire qui m'est arrivée. Oh mon Dieu, mais faut que je vous raconte. Ok, ça sera une histoire. Terminons le débrief. Moi personnellement, j'aurais jamais eu le courage de dormir en pleine forêt, que ce soit le soir d'Halloween ou un autre soir. Jamais, jamais. Je suis désolée ma pépite, mais je vais couper ce débrief en racontant mon histoire. Enfin, une histoire que j'ai vécue avec Nab. Nab en est témoin. C'était
Un soir, on a dû dormir dans la voiture, dans notre voiture, parce que je sais plus, on avait eu un problème avec une réservation, etc. etc. Et on avait pris un petit week-end ou une petite semaine, je me rappelle plus. Donc, je pense qu'on était venu un jour plus tôt, ou enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, on a dû dormir dans la voiture un soir. Bon, ça nous a pas traumatisé dormir dans une voiture un soir, enfin ça va, tu vois. Sauf que moi, faut savoir que j'ai extrêmement peur. J'ai peur des choses paranormales, mais j'ai surtout peur des gens fous la nuit, tu vois. Qui peuvent venir voler une voiture ou alors, enfin je sais pas, tu vois. J'ai très peur des psychopathes la nuit, tu vois. Et donc, il est très très tard. On est dans notre voiture, du coup, on s'apprête à dormir. Et faut savoir qu'on est garé sur un parking près de la mer. Parce qu'on s'est dit, on va se lever à l'aube pour se baigner, etc., etc. Il est très tard dans la nuit et là on commence à entendre des jeunes. Pareil, je pense qu'ils ont voulu dormir sur la plage et ils étaient là à se raconter des histoires, pareil. Enfin, ils rigolaient très fort, il y avait aussi de la musique. J'entendais des bouteilles en verre, donc sûrement ça buvait et tout, etc., etc. Bien évidemment, j'ai envie de faire pipi. Donc, je me lève. Je sais pas si c'était les jeunes qui rigolaient super fort ou que c'était juste parce qu'il faisait nuit noire qu'on voyait absolument rien. Enfin, l'ambiance, elle était hyper glauque, tu vois. Vraiment très très glauque. Du coup, il y a des toilettes communes sur là où on était, sur le parking où on était. Au bout du parking, il y a des toilettes communes. Donc, je m'apprête à aller aux toilettes. J'y vais toute seule. Donc, je prends mon téléphone et j'active la lampe, enfin la lampe torche là. J'y vais. Et là, je vous jure, mes pépites, vous me croyez ou pas, il y a vous savez le truc où on sèche les mains, il se déclenche tout seul. Et je suis même pas encore entrée dans les toilettes que j'entends ça. Ni une ni deux. Je vais voir Nab. Nab, est-ce que tu peux venir avec moi aux toilettes? J'ai super peur, le truc il se déclenche tout seul. D'abord je lui dis, est-ce que tu peux aller voir si quelqu'un n'est pas dedans? Parce que comme je suis pas rentrée, je sais pas s'il y a quelqu'un, même si les lumières ne sont pas allumées, peut-être qu'il y a quelqu'un, tu vois, j'en sais rien. Et moi j'ai peur des gens, tu vois. Donc Nab il va voir, il y a personne dans les toilettes et le truc s'est pas déclenché quand il est parti. Et il revient me chercher, il me dit il y a personne, tu peux sortir de la voiture. Quand je m'approche des toilettes, le truc il se met en route. Pareil, j'entends le sèche-main se déclencher seul. Il y a toujours aucune lumière dans les toilettes parce que tu sais c'est des lumières que tu allumes mais qui ont quelques secondes et après ils s'éteignent, peut-être une minute tu vois. Ils s'éteignent automatiquement. Comment te dire que dès que j'ai entendu le bruit, moi je suis partie en courant, j'ai dit non c'est mort, je vais pas dans ces toilettes là. En plus comme je vous dis, il y avait une atmosphère lourde, pesante, je sentais que c'était habité là-bas, il y avait des choses. D'ailleurs je vous le raconte, j'ai de la chair de poule sur mes cuisses tellement. En tout cas, sachez que à chaque fois que moi je m'approchais de ces toilettes là, le sèche-main se mettait en route tout seul, sans qu'il y ait personne. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est du hasard? Je sais pas, mais en tout cas, la chose qui était dans ces toilettes sentait très bien que Naboulsi, mon mari, n'avait absolument pas peur, mais que moi j'étais terrifiée. Du coup, est-ce qu'il faisait exprès de l'activer quand moi je passais par là? Je n'en sais rien, mes petites pépites. En tout cas, faites très très attention à vous, vraiment, quand vous allez en forêt. Essayez de ne pas dormir là-bas, non, sincèrement. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la prochaine histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, voici mon histoire. L'histoire se déroule principalement dans l'appartement de mon amie. Pour te mettre en contexte, pendant 8 mois, elle et moi, nous ne sommes plus parlé. Et entre-temps, celle-ci s'est installée dans son appartement actuel, là où se déroulent de nombreuses choses étranges. La première fois que je suis allée dans son nouvel appartement, j'étais en train de passer l'aspirateur dans sa cuisine, quand j'ai eu l'impression que ces 2 chats couraient ensemble vers la salle de bain. Quand je me suis retournée, je n'ai pas vu ces chats, mais j'ai vu devant moi une ombre noire rentrer dans sa salle de bain. C'était la première fois que je voyais ce genre de choses et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de paranormal. Comme c'était la première fois que je dormais chez elle, je me suis présentée. J'ai expliqué que je n'avais ni de mauvaises intentions vers les entités, ni envers mon amie.
tout bas en continuant d'aspirer. Puis ça m'est sorti de la tête et le soir même, pendant une soirée entre copines, une autre de mes amies s'est plainte de se sentir mal à l'aise dans l'appartement. Et c'est là que je me suis souvenue de ce qui m'était arrivé ce matin-là et du coup je leur ai raconté. La locataire de l'appartement a tout de suite commencé à pleurer après mon témoignage car elle n'en avait jamais parlé à personne par peur de se faire prendre pour une folle et elle avait surtout ignoré tous les bruits, pas, craquements, qu'elle entendait dans la salle de bain par peur. Au début, on prenait tout cela à la légère, on en rigolait presque. On avait même trouvé un prénom à l'entité. Par contre, on en avait quand même peur. C'était un peu contradictoire, mais bon. On avait surtout peur d'aller près de la salle de bain ou dedans. Mais ça arrivait que, sans s'en rendre compte, elle et moi restions dans la salle de bain des heures à discuter. Comme si on y était attirés et qu'on oubliait tous les bruits qu'il y avait le soir dedans. Dès le début, je me suis jamais cachée vouloir communiquer avec l'entité de son appartement. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On n'a jamais osé faire du Ouija ou autre car nous savions pertinemment que ce n'est pas de notre registre et que nous risquerions d'empirer les choses. Donc, mis à part parler en rigolant, indirectement à l'esprit quand il y avait quelque chose, nous n'avons rien fait. Elle et moi travaillions dans le même endroit et il nous arrivait de raconter nos péripéties paranormales à nos collègues. Un jour, pendant une de nos pauses déjeuner, une de mes collègues a utilisé ma brume Victoria's Secret et l'a même complimentée. Quand nous sommes retournés au travail et 2 heures plus tard, de nouveau dans le vestiaire pour une nouvelle pause, la brume n'était plus là. On a directement soupçonné un vol, mais quand je suis retournée chez moi, le soir même, ma brume était dans ma chambre. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé chez elle. Un jour, elle était en date dans son salon et moi dans ma chambre, de minuit à 5 heures du matin, plus ou moins. Je me rappelle n'avoir dormi que 11 minutes durant l'attente dans sa chambre. Et en seulement 11 minutes, je me suis réveillée avec des taches dorées sur les mains, de la couleur du henné. Je précise que je n'utilise pas d'autobronzant. J'ai directement pensé à ce que j'avais lu sur internet quelques années auparavant, la légende du djinn amoureux. Je ne sais pas si c'est dans tes convictions, mais de base ce n'est pas dans les miennes, car je suis chrétienne. Mais malgré ça, j'ai quand même directement pensé au djinn. Oui, ce sont mes convictions, moi. Je me suis directement penchée sur le sujet et me suis renseignée sur internet. Et en effet, ça disait que ça pouvait être un djinn amoureux qui m'avait mariée durant mon sommeil. Dès qu'elle est revenue de son date, je lui ai fait part de mes tâches et de ce que ça pouvait être. Elle s'est immédiatement de moi en me disant que c'était sûrement de l'autobronzant. Or, je n'en utilise pas. Enfin bref, elle est venue à son tour se coucher et nous avons dormi. À notre réveil, elle avait également des taches sur ses mains. Quelques jours plus tard, j'ai passé la nuit chez ma grand-mère et rebelote. J'ai eu une légère tache durant mon sommeil. Je lui explique donc ce que j'avais eu les jours précédents et elle aussi s'est moquée de moi. Crois-le ou non, à son réveil, elle avait aussi des taches sur les mains. Je t'envoie toutes les photos. Mon amie se plaint d'entendre la nuit des pas venir dans la salle de bain et s'arrêter devant la porte de sa chambre, puis repartir. Elle entend également des toquements aux fenêtres, à sa porte et ainsi que ses clés sur sa porte d'entrée bouger. Souvent, ces 3 animaux regardent en même temps et de manière intense vers la salle de bain. Passons au meilleur pour la fin, le plus récent. Il y a presque 2 semaines, mon ami, son copain et moi avons voulu communiquer avec l'esprit. Nous avons alors allumé 4 bougies, une devant nous 3 et une pour l'entité, et nous posions des questions dont les réponses devaient être transcrites par le biais des flammes. Nous-mêmes avions beau souffler vers la flamme, celle-ci ne bougeait pas. Honnêtement, cette expérience n'a pas été un franc succès. Par contre, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais quelques jours après cette séance, j'ai été hospitalisée. Moins d'1 semaine après ma sortie, c'est au tour de mon ami de se faire hospitaliser. Dans le même hôpital que moi, et Cam, dans la même chambre que moi. Chambre où j'ai eu l'impression de voir quelqu'un durant la nuit. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Je vois les photos et ce sont clairement des taches de henné et tu t'es très très bien renseignée ma pépite. Quand tu te réveilles avec ces taches là, c'est que un djinn t'a marié pendant la nuit. Donc il est très très important que tu fasses une ruqya
il est primordial que tu ailles voir un imam et que tu lui demandes qu'est-ce qu'on doit faire là. Parce que franchement, c'est pas normal de se réveiller avec ces taches-là. Et toutes les personnes qui se sont moquées de tes taches les ont eues après. Est-ce qu'il s'est marié avec les autres filles qui se sont moquées de ces taches-là? C'est une coïncidence très bizarre, je dirais. Comme d'habitude, mes pépites, n'hésitez pas à genre mettre sur pause et à me dire ce que vous en pensez en commentaire après chaque histoire, genre tu vois, parce que sinon tu vas oublier. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Mélissa et mon histoire s'est passée il y a maintenant 10 ans. J'avais donc à cette époque 11 ans. Mes parents ont toujours eu des problèmes financiers car mon papa a des problèmes de santé. La moitié de son cœur ne fonctionne plus et ma maman travaille dans un restaurant donc elle n'est pas souvent à la maison. Le rêve de ma maman a toujours été d'avoir une grande maison car elle a toujours vécu en appartement. Donc, en économisant plusieurs années, ils ont réussi à obtenir un prêt de la banque pour pouvoir construire une maison. Le temps passe et mon papa achète un grand terrain. Étant maçon, il construit notre maison du début à la fin. C'était une maison d'environ 160 mètres carrés sur 2 étages. Les premières années, c'était très compliqué. Mon papa faisait souvent des crises cardiaques et était souvent à l'hôpital. Ma maman s'est faite virer de son travail car elle faisait des arrêts maladie pour pouvoir s'occuper de nous et de mon père à l'hôpital. Mon grand frère de 17 ans à l'époque et ma grande sœur de 16 ans allaient à l'école et on avait beaucoup de mal à payer nos factures qui nous coûtaient énormément car il y avait le crédit du terrain mais aussi de la maison sans parler des voitures, des factures, etc. etc. Donc la maison était encore en travaux quand nous vivions dedans. Il n'y avait pas de porte à la cave, n'importe qui aurait pu y rentrer. En rentrant à la cave, on avait accès à tout le sous-sol du premier étage. Il n'y avait pas de carrelage, c'était juste de la terre. J'ai toujours grandi en ayant très peur. Peur du noir, peur des djinns. J'ai vécu énormément de phénomènes paranormaux dans cette maison. Mais aujourd'hui, je vais te raconter celui qui m'a le plus marqué. À l'étage se trouve ma chambre, la chambre à mon frère et les toilettes. Je dormais avec ma sœur et notre chambre était immense. Elle faisait 30 mètres carrés et était plutôt vide car comme je te l'ai dit, on n'avait pas trop les moyens. Mon lit était tout au bout de cette chambre, collé au mur et j'étais donc dans le coin le plus loin de la porte. J'étais jamais à l'aise dans cette maison. Je me sentais très souvent observée, comme si j'étais jamais vraiment seule. Ce qui ne m'a pas aidée, c'est que mon frère s'amusait souvent à nous faire peur en se cachant derrière les portes, par exemple, et en criant « bouh » quand j'y passais ou autre. Un soir, vers minuit, j'étais dans ma chambre seule, mon frère dans la sienne, et mes parents ainsi que ma sœur étaient au premier étage au salon. À l'époque, il n'y avait pas internet sur les téléphones, seulement la radio. J'écoutais donc Skyrock avec les écouteurs et c'était une femme qui racontait que sa maison était hantée. Elle disait que des meubles se projetaient contre les murs, du sang apparaissait sans explication. Elle avait fait des recherches et il s'avérait que sa maison avait été construite sur un ancien cimetière et c'était tous les morts qui étaient énervés. Plus la femme parlait et plus je me sentais oppressée. D'un coup, pour me rassurer, je décide d'aller auprès de mon frère dans sa chambre. J'avais tellement une pression énorme que le chemin pour aller jusqu'à la porte, j'avais l'impression qu'il allait jamais se terminer. J'avance donc jusqu'à la porte et je l'entrouvre d'environ 5 cm. En face de moi, la porte des toilettes fermée et juste à côté, la chambre de mon frère. Sa porte était très légèrement ouverte et je voyais une petite lumière. Craintive, j'appelle mon frère plusieurs fois, mais aucune réponse. Je me dis qu'il me fait une blague et qu'il va sûrement de nulle part surgir comme d'habitude. Je lui crie donc « Si tu me fais une blague, sache que ce n'est pas drôle, j'ai très peur. » Mais aucune réponse. Je prends donc mon courage à 2 mains et j'avance vers sa porte. J'avance dans le noir vers sa porte et je l'ouvre d'environ 5 cm encore. Je vois encore une petite lumière donc je sais qu'il est forcément là. Et je répète « Allô, tu es là ?» Mais toujours pas de réponse. J'ouvre la porte et là, Cam. Je te le jure que je n'invente rien. J'ai vécu l'un des plus grands traumatismes de ma vie. Son ordinateur était sur le lit et l'écran était tourné vers le mur en face de moi. Il y avait sur son lit la silhouette d'un homme assis en boule.
Il était grand, musclé et chauve. Je voyais son ombre sur le mur grâce à la lumière de l'ordinateur. Il se bousculait d'avant en arrière sans arrêt. J'ai crié de toutes mes forces et je ne sais pas comment, mais j'ai couru dans les escaliers qui m'ont paru interminables. J'ai couru et je suis arrivée au salon où il y avait tout le monde et j'ai crié « Pourquoi vous ne me répondez pas ?» J'ai crié de toutes mes forces. Ils se sont regardés et mon papa m'a dit « Mélissa, on ne t'a pas entendu ?» alors que j'ai crié extrêmement fort. Le lendemain, je me suis rappelé de l'histoire de la femme sur Skyrock. Je suis donc allée voir mon père car c'est lui qui a acheté le terrain et qui l'a construit. Je lui ai demandé si avant c'était bien un cimetière ici, mais il m'a répondu que non. J'ai vécu énormément de phénomènes dans cette maison et à chaque fois je les racontais à ma maman et me disait que c'était le fruit de mon imagination et qu'il fallait que j'arrête avec ça sinon je pourrais devenir folle. Donc je vivais encore des choses mais pour éviter de me faire engueuler je les gardais pour moi. Quelques années plus tard, on a dû déménager car mon père était trop souvent à l'hôpital et ma mère s'était faite virer. On a vendu la maison à cause de nos problèmes financiers et on habite maintenant depuis 10 ans dans un appartement de 80 mètres carrés environ. Une fois que j'ai déménagé ici, toute ma famille m'ont raconté leurs phénomènes vécus dans cette maison. Il s'avère que chaque membre de ma famille a vécu des choses, mais personne ne me le disait car j'aurais pu devenir folle d'après eux. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu était donc vrai et pas le fruit de mon imagination. Je vais vous raconter juste un exemple de ce que mon frère a vécu. En été, on partait tous en famille en Turquie, sauf mon frère qui n'aimait pas ça. Il restait donc seul à la maison pendant 1 ou 2 mois. À la maison, on avait des alarmes. À l'étage, il n'y avait rien, on pouvait marcher. Mais à l'étage du dessus, il suffisait d'un rien pour faire sonner l'alarme. Et en 10 minutes, la police arrive si on ne tape pas le code sur le boîtier. Mon frère était donc seul à la maison, dans sa chambre, avec l'alarme allumée. Et il dit entendre des voix venir du salon. Comme s'il y avait plusieurs personnes en train de rigoler et de parler très fort. Il n'avait cependant pas peur car l'alarme ne s'était pas déclenchée. Comme je l'ai dit, chaque personne a vécu énormément de phénomènes là-bas. Mais si je les raconte tous, la vidéo durera au moins 2 heures. Déjà que là, elle va durer 1 heure. Maintenant, c'est une nouvelle famille qui vit là-bas et je meurs d'envie d'aller les voir en leur demandant s'ils vivent des phénomènes eux aussi ou si c'était lié à ma famille. Mais depuis que je vis dans cet appartement, je n'ai eu aucun phénomène paranormal. Merci ma pépite pour ton histoire. Ton frère, il est courageux. Parce que t'entends des gens parler chez toi et rigoler fort. Mais t'as pas peur puisque l'alarme elle s'est pas déclenchée. Donc en soi, tranquille quoi. Je suis morte. On en parle du monsieur qu'elle a vu sur le lit de son frère en boule ou pas? Est-ce qu'on en parle 2 secondes ou pas? Personnellement, cette vision, c'est une vision d'horreur. Comment ça, tu vois quelqu'un, enfin quelque chose en boule sur le lit de ton frère en train de faire comme ça? Un monsieur musclé, chauve et grand. Au secours, je suis pas bien. Oh là là. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la prochaine histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je m'appelle Laetitia, j'ai 32 ans. Ça me fait très bizarre d'écrire mon histoire, mais je te suis depuis tes débuts et j'ai l'impression de raconter ma vie à une copine. Alors je vais te raconter mon histoire. Je voulais préciser avant le récit que j'ai toujours été croyante au plus profond de mon cœur et que pendant des années j'étais servante de messe. Je faisais les lectures de la Bible si tu veux. Mes parents ont construit une maison, la première d'un nouveau lotissement dans un petit village mosellan. Nous y déménageons le jour de mes 7 ans. Je partageais ma chambre avec ma sœur. Sans me souvenir de ce qui m'a inquiétée en premier, je me souviens très bien que je me réveillais en pleine nuit, les yeux grands ouverts, sans fatigue, même très vive. Bien sûr, je restais immobile dans mon lit car je ne devais réveiller personne. J'ai 2 sœurs et un frère. Je ne saurais dire combien de temps je restais éveillée, ni même l'heure qu'il pouvait être, mais tous les soirs, je voyais quelque chose. Cette même chose. C'était une boule, avec une drôle de lueur. Elle tournait autour de mon lit. Elle ne me faisait absolument pas peur. J'ai même essayé un jour de la toucher, même si au fond de moi je savais que je ne devais pas. Et je n'ai pas réussi à le faire car elle avait disparu dès que j'ai tendu la main. Quelques soirs après avoir essayé de la toucher, cette boule est passée au-dessus de moi. Ça m'a fait très peur. Je faisais beaucoup de cauchemars à cette période.
Je me sentais de plus en plus mal, si bien qu'un jour, un dimanche, alors que l'on mangeait en famille, j'ai décidé d'en parler, que je me réveillais toutes les nuits en voyant cette boule. J'entendais quelqu'un dans la maison. J'étais franchement morte de peur en vrai. Et mon père, un Italien très droit et assez sévère, m'a immédiatement réprimandé en me disant que ce genre de sujet était tout simplement inexistant. Qu'il n'y avait même pas lieu d'en parler. Il ne rigolait pas du tout. J'étais à la limite de le fâcher. Pas du tout par peur ou croyance, mais simplement parce que pour lui, ça ne valait même pas la peine d'en parler. Mon papa boit un verre de vin rouge à tous les repas, depuis toujours. Et ce midi, alors que l'on venait pour la première fois d'évoquer ce sujet, devant nous, un verre à pied s'est scindé en deux. Il s'est littéralement coupé en deux sous nos yeux. Une moitié est tombée et l'autre est restée une demi-seconde debout. Et bim. Mon père a directement pris le contrôle de la situation en brisant le silence et en disant « Ah bah le verre là, poubelle !» comme si de rien n'était. Mon frère avait de gros problèmes de pipi au lit. Il faisait presque tous les soirs pipi dans son lit. Ma mère m'a alors suggéré de l'emmener faire pipi si je me réveillais dans la nuit. Nous avons 4 ans de différence. J'avoue qu'avec le recul, la situation me paraît incroyable. Mais même si ma mère pouvait me croire à ce moment-là, sur le sujet paranormal, elle ne savait pas du tout quoi faire et préférait faire abstraction. Donc me voilà à me réveiller et à me dire « Allez, prends ton courage à deux mains et va emmener ton frère faire pipi. » Donc tous les soirs, je l'amène aux toilettes. Et je regarde l'heure sur l'horloge du salon en passant devant. Je voyais alors que l'heure était sensiblement la même. 3h01, 3h02, 3h03 et beaucoup de fois 3h04. Aujourd'hui, on le sait que 3h du matin, c'est très symbolique. D'ailleurs, je vous le rappelle, il y a quelques jours, je vous l'ai dit dans un thread, ma chaîne IFI s'est mise en route toute seule à 3h pile du matin. C'est pour ça que je vais bientôt arrêter les threads d'horreur, moi je vous le dis. D'ailleurs, après ce thread d'horreur, je vais vous sortir une vidéo spécialement qui va vous expliquer pourquoi j'arrête les threads d'horreur, parce que j'ai pas vécu un ni deux, mais plusieurs phénomènes paranormaux. Donc je pense que là, on va faire une petite pause. Mais oui, 3h du matin, c'est très symbolique. Mais moi, je ne l'ai pas su avant d'avoir au moins une quinzaine d'années. Par le film L'exorcisme d'Emily Rose, entre autres. J'ai vu ce film, il m'a traumatisée. Le temps passe, la terreur augmente, je suis terrifiée de tout. Je sens quelqu'un, je dors mal, je ne peux plus me laver tranquillement. J'ai une dizaine d'années et plein de petits phénomènes se passent quotidiennement. Ma mère en vit avec moi. Bruit de quelqu'un qui utilise la salle de bain alors que nous sommes que toutes les deux. Porte qui se ferme. Peluche inaccessible sur les armoires qui ne sont pas à la même place. Bref, elle le sait, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mes sœurs sont au courant car je me confie à elles et surtout je ne veux plus rester seule. Mais elles n'en sont pas sujettes comme moi. Un jour, alors que je passe l'aspirateur seule dans la maison, j'étais malade et je n'étais pas allée à l'école. Tâche ménagère oblige, tu connais les darons sévères. Perso, moi j'avais pas ça. Dieu merci. Je passe donc l'aspirateur au bout de ma vie et l'aspirateur s'éteint tout seul. Je suis terrifiée, je le rallume et je le regarde fonctionner. Je recommence à le passer et bim, il s'éteint à nouveau. On pourra dire que c'est un objet électrique, que ça bug ou je sais pas quoi, mais non, pas du tout. Ça ne m'était jamais arrivé. Et je sentais que quelque chose était en train de se passer. J'étais déterminée ce jour-là. Je ne sais pas avec quel courage et d'où m'est venue cette idée, mais j'ai alors pris un élastique orange fluo. J'ai choisi cet objet car il était unique. Il venait des États-Unis, c'était un cadeau, et il n'y en avait pas deux de cette couleur. Et j'ai dit à haute voix et en pleurant, « Je ne suis pas folle, je sais qu'il y a quelque chose qui me cherche, je te sens. Si tu es là ou s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites bouger cet élastique. Je vais le cacher et je viendrai vérifier s'il est là ou pas. » J'ai caché cet élastique sous le pied d'une énorme table à manger en chêne qui était impossible à bouger. Je l'ai enfoncé bien au milieu du pied. On ne pouvait pas savoir qu'il était là. On ne le voyait pas. Je suis allée vérifier tous les jours pendant très longtemps. Il était toujours là. Il ne bougeait pas et j'étais vraiment déçue. Et le temps passa. Un matin, je passais l'aspirateur et d'un coup, j'y repensais. Je me suis directement baissée à la table
Et là, Cam, il n'y avait plus d'élastique. J'ai alors crié « Qui a touché? Qui a pris l'élastique? Maman, c'est toi ?» Ma mère me demande « Quoi? De quoi tu parles ?» Je lui ai dit que j'avais caché un élastique orange en dessous du pied et quelqu'un l'a pris. Bien sûr, personne n'avait bougé la table et donc personne n'avait pris cet élastique. J'étais vraiment perturbée de savoir qu'il n'y était plus et je me demandais si c'était vraiment une réponse à ce que j'avais demandé à cette chose. Quelque temps après, mon père m'appelle, ma sœur et moi, pour nous dire de vider nos tables de nuit car il veut s'en débarrasser. Elle date des années 60 et le bois a tellement travaillé que le tiroir de ma table de nuit est bloqué depuis des années. Il y a de vieux dessins dessus que j'ai fait à l'intérieur. Mon père me demande si je veux qu'il casse le tiroir pour récupérer mes affaires et j'ai dit oui. Je redécouvre alors mes anciens dessins. J'ai cru que tu allais dire j'ai retrouvé l'élastique orange à l'intérieur. Je redécouvre alors mes anciens dessins. Je dessine et peins depuis toujours, dont de ma maman. Je suis hyper contente de les retrouver et je prends chaque feuille une par une en les regardant comme on regarde des photos, tu vois. Et alors que je soulève un dessin, je vois l'élastique orange fluo. Oh my god. Ah non, finalement, c'est bien ça en fait. Ouah, si tu savais tout ce que j'ai ressenti au fond de moi, je savais que c'était ma réponse. Meuf, j'ai les frissons. Je sais pas si tu vas voir, j'ai la chair de poule. Les phénomènes paranormaux ont continué, même devant mes cousines ou amies cette fois-ci. Je pourrais finir là, car ça fait vraiment long, mais je souhaite partager avec vous la nuit qui a tout changé, qui m'a traumatisée pour toujours. On avait grandi, mes sœurs et moi, et l'heure des téléphones portables avait sonné. Motorola a clapé MDR. L'heure des amourettes aussi était là. Et je demande à ma sœur de me prêter son téléphone pour écrire à mon chéri. On a alors entre 14 et 15 ans. On est dans nos lits, prêts à s'endormir, il fait nuit noire. Je me mets assise sur mon lit pour écrire mon plus beau message et j'entends ma sœur venir vers moi par le bout de mon lit. Je ne la vois absolument pas, il fait noir. J'incline alors mon téléphone de façon à éclairer et je rigole en même temps et je lui dis « Oh, curieuse !» Et là, très difficile de vous décrire ce que j'ai vu. Il y avait une tête avancée qui me regardait. Je ne voyais pas du tout de corps. C'est terrifiant ce qu'elle nous décrit. La tête était comme si que le cou était tiré vers moi. La hauteur laissait penser à quelqu'un qui était debout avec le corps penché. C'était tellement bizarre. Le visage n'était pas totalement humain. Les traits étaient très sévères, angulaires, et il semblait presque dépourvu de chair. Il n'y avait pas de texture. Mais le pire, c'est qu'il me regardait avec un air moqueur, un petit sourire narquois. Je l'ai vu de mes propres yeux, tout est allé si vite. Je l'ai vu et en une seconde, j'ai hurlé, mais hurlé de toutes mes forces. Ma mère est venue en hurlant. Je criais, je suis restée pétrifiée dans mon lit. Je leur ai dit qu'il était là, que je l'avais vu. Ma sœur s'était endormie dans son lit. Ce sont mes cris qui l'ont réveillée. Elles m'ont cru. J'étais traumatisée. Je ne restais plus seule, quoi qu'il arrive. Je sortais de la maison dès que je le pouvais. J'avais un sommeil saccadé depuis des années, mais là c'était pire. Je faisais des cauchemars horribles et tellement réels. Les bruits étaient permanents dans les murs de la maison. On a même installé des pièges à rongeurs tellement on entendait des bruits dans les murs. On a fini par appeler l'esprit Kiki. C'était doux et rassurant. On plaisantait. On lui disait « Esprit Kiki, arrête de faire du bruit. Arrête de courir. » On entendait la chaise de bureau rouler toute seule dans la pièce. Quand on y allait, elle avait effectivement vraiment bougé. Je finis sur une belle histoire. J'avais alors 17 ans. Tout continuait dans la maison. On avait peur, mais on se soutenait. Mon père n'était plus là. Séparation quand j'avais 12 ans avec ma mère. Un soir, j'étais avec un ami en voiture. Je portais la bague de mariage de ma grand-mère. Bague de Yougoslavie, grande valeur sentimentale. Ma mère m'a dit « Si tu la perds, je te tue ». On roule un soir d'hiver sur la neige de Moselle. Il y a des congères, la route est pleine de neige. On avait l'habitude de ce genre de temps. On roule à 60-70 km/h maximum. Voiture équipée de pneus neige, la base quoi. Et j'ouvre la fenêtre, je sors ma main et je te jure, truc de ouf, la bague me glisse du doigt avec le vent. Je ne sais pas comment ça a pu se passer, mais elle a littéralement glissé. Je crie à mon ami d'arrêter la voiture. Il ne comprend rien et met du temps à réagir. Je pleure immédiatement car je sais que ça va être impossible de la retrouver. Le vent bouge la neige en plus et c'est la nuit.
Je lui dis de faire marche arrière, que je vais la chercher car je ne peux pas me permettre de la perdre. Il me dit mais c'est mort, tu pourras jamais la retrouver. Je le force et il s'arrête au plein milieu de la route. Au hasard, en ayant fait marche arrière, on cherche 5-10 minutes dans le froid, éclairé par les feux de sa voiture, et on se résout à abandonner car les conditions ne sont vraiment pas bonnes. Je pleure, je suis extrêmement triste et je dis à haute voix « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je ne t'ai jamais rien demandé malgré tout ce que je vis. S'il te plaît, aide-moi ce soir. Redonne-moi ma bague, je t'en prie. Je n'ai jamais douté de toi et je ne douterai jamais. Si tu es avec moi, rends-moi ma bague. » Et mon ami rigole un peu caché, mais je m'en fous, j'ai trop de peine pour être pudique. Et on marche vers la voiture, on a laissé les portes ouvertes au milieu de la route. Il est tard et le chemin est très peu fréquenté. Et alors qu'on va entrer dans la voiture, mon ami me dit « Laetitia, j'ai la bague. » Je lui dis « Oh, tais-toi. » Il me dit « Non, je te jure, c'est vrai. » Il reste devant la porte debout, je fais alors le tour du véhicule et la bague est posée devant sa porte de voiture. Impossible d'entrer dans la voiture sans la voir. On est bouche bée. Il est encore plus choqué que moi. Il ne touche même pas la bague. Moi, je la ramasse tout de suite. Voilà un bout de ma vie. Tout ce que j'ai écrit là est vrai. J'ai mis du temps à me remettre de tout ça, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en paix avec tout ça. On a vendu cette maison quelques années après, et maintenant j'ai ma petite famille et je me sens protégée. On reparle souvent de tout ça avec ma mère et mes sœurs et tous ceux qui ont vécu des choses chez nous. On assume complètement aujourd'hui, même si ça a été très dur pour moi-même des années après que nous avons quitté cette maison. J'étais vraiment traumatisée. Merci infiniment Laetitia pour ton histoire. Elle m'a donné beaucoup de frissons. Je sais pas si vous aussi mes pépites, mais j'ai eu la chair de poule, vraiment, 2 fois. Alors qu'on l'a pas souvent la chair de poule. Hein. Surtout les personnes qui regardent souvent des trucs horreurs, c'est très dur de nous faire vivre, enfin, de nous donner ces sensations-là tellement on a l'habitude d'en écouter. Mais là j'ai eu 2 fois la chair de poule quand t'as retrouvé la bague et le visage dans ta chambre. Que Dieu nous préserve. Ya Allah, protège-nous de tout le mal qu'il y a sur cette terre. Dites Amin. On en parle de ce que t'as vécu dans ta chambre. Meuf, film d'horreur. T'as cru que c'était ta sœur qui s'était installée au bout de ton lit. Toi, t'es dans le noir complet dans ta chambre. Meuf, je le répète, j'ai encore la chair de poule. T'étais tellement sûre que c'était ta sœur que tu rigoles même en disant « Oh là là, curieuse, tu fais voir ce que j'écris comme message à mon copain. » Et là, tu mets la lumière du téléphone et tu vois ce visage. Mais Seigneur, Ya Rabbi, protège-nous de ça, mais c'est pas possible. Mais la crise cardiaque, mais sincèrement. Et le truc de la bague, c'est fou, mais c'est fou. T'aurais jamais pu la retrouver. Enfin, tu l'as perdue sur la route, par la fenêtre. Il neige et il y a du vent et t'as retrouvé la bague qui était posée juste devant la voiture. Mais c'est une grosse blague. En tout cas, merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Voilà, ce serait d'horreur d'1 heure, mes pépites, est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je pense qu'on va faire une petite pause sur les threads d'horreur, ça va nous faire du bien à tous parce que vous êtes également nombreux à me dire qu'il se passe des choses bizarres chez vous pendant que vous entendez mes threads d'horreur. Alors je ne sais pas si on commence à devenir parano, mais je ne pense pas parce que c'est connu que quand on parle beaucoup de ces choses-là, ils sont attirés par nous. Donc je vous propose mes pépites qu'on fasse une petite pause. En attendant, moi je vais vous raconter dans une autre vidéo tout ce qu'on a vécu de bizarre avec mon monteur. Voilà. Encore une fois, je vous le répète, si je ne vous aimais pas profondément, je n'aurais jamais pris le temps de filmer ce thread d'horreur d'1 heure le soir d'Halloween parce que comme vous le savez, j'ai un petit bébé, il me prend du temps, je ne dors clairement pas la nuit. Toi-même tu sais si tu suis mes stories Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me suivre là-bas. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous inquiétez pas, c'est un abonnement rentable, je vous promets. Enfin, vous êtes nombreux à me dire que c'est vraiment un abonnement rentable, donc déjà je suis très contente, mais tu peux t'abonner, vraiment. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre là-bas, on passe vraiment du bon temps aussi là-bas.
Je sais pas si t'as remarqué mon petit make-up d'Halloween un petit peu dark, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop voilà. Je veux pas trop non plus les attirer, tu vois ce que je veux te dire. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot squelette. N'hésite pas également à me dire quel déguisement tu as choisi pour Halloween, ou alors qu'est-ce que tu fais le soir d'Halloween si t'es sorti, qu'est-ce que t'as fait, raconte-moi. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout et évite de rester dans le noir dans ta chambre. Tu pourrais croiser un petit visage que tu ne veux pas voir.